Souvent on dit finance islamique, ça coûte plus cher. Pourquoi ça coûte plus cher? Il ne faut pas utiliser l'aspect islamique pour vendre un produit qui est peu qualitatif. Tous les produits qui sont portés par des entrepreneurs de la communauté doivent être qualitatifs. C'est une condition sine qua non. Moi, je dis que le produit doit être qualitatif, compétitif, le service doit être bon et le marché, il va s'élargir. Il faut que le marché ce soit plus que les musulmans, ce soit toute la France, toute l'Europe. Salam alaikum, Rahmatullah Youssouf. Alaikum salam. Ça va? Ça va, Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, super. C'est plaisir de t'avoir sur le podcast Muslim Makers. Après tout ce temps. Ça t'a surpris l'invitation à vous? Dernière minute, après tout ce temps. Dernière minute, ouais. Ça fait combien de temps qu'on s'était dit un jour un podcast? Ah, ça date, franchement, des fois. Avant Covid. Pré-Covid. Ouais. Pré-Covid. Il en est passé des choses depuis. Maintenant, Covid, c'est un jalon temporel. Ouais, Après Covid. avant Covid, après Covid, exactement. Comment ça va? Là, je suis en France actuellement, à Paris. On a réussi à trouver un studio dans le nord de Paris, machallah, super, super sympa. Écoute, pour commencer, Youssouf, je te propose que tu te présentes rapidement. Tu nous dises un peu qui tu es en 2 minutes et ce que tu fais, et après on rentrera dans le vif du sujet, Inch'Allah. Avec plaisir. J'ai eu plusieurs casquettes, mais les dernières, on va dire, c'est celle d'associé dans un cabinet d'expertise comptable. Donc, on accompagne TPE, PME, freelance et je dirais jeunes entrepreneurs qui veulent se structurer. On a une devise, on est partenaire et pas prestataire. Donc ça représente beaucoup pour nous. Le cabinet s'appelle Yume Conseil. On en a un sur Strasbourg et un sur Paris. Et puis la deuxième, je dirais casquette, celle que je porte depuis maintenant un an et demi, c'est celle de cofondateur de Kifaya. Donc tu es plutôt dans l'industrie de la finance islamique. Exact. Depuis plusieurs années, depuis combien de temps tu es dedans? J'ai fait mon MBA de finance islamique à Financia. J'ai fait la première, donc c'était 2021 et quelques. Première promo? Première promo de Financia. Ok. Historiquement, c'est celle de Dauphine qui est passée à Financia. Ok. Et puis j'ai fait l'IOFI, donc la certification de Sharia Advisor et Auditor de l'IOFI. L'IOFI, c'est l'organisme international de normes comptables et d'audit de finance islamique. J'ai fait cette certification en décembre 2024. Ouais. Donc je fais partie des rares, je dirais, professionnels de ce qu'on appelle la CSAA, certifié par l'IOFI. Ok. Et à l'issue de tout ça, je me suis posé la question de comment est-ce que j'allie ce que j'aimais faire, l'accompagnement pour les entrepreneurs, le financement pour les entrepreneurs, la finance islamique pour laquelle je m'étais formé, et puis le conseil. Et c'est là où est venue l'idée de Kifaya, avec une spécificité, c'est la finance islamique. On a 2 verticales, immobilière et entreprise. Oui. On veut apporter des solutions de financement pour les porteurs de projets immobiliers et pour les entreprises. Vu qu'on n'a pas de banque, vu qu'on n'a pas de fonds, je dirais, hyper liquides et disponibles, on s'est dit le seul moyen de trouver les fonds, c'est la communauté. Donc, on joue vraiment le jeu de développer tout ça à travers la communauté. Est-ce qu'il n'y a pas de solution orientée communauté actuellement? Les plateformes de crowdfunding, tu veux dire? Les plateformes de crowd, aujourd'hui, tu as du don, CotisUp, qu'on connaît bien, qui est pour le coup très ouvert à tous. Tu as les plateformes d'investissement participatif, donc du crowd equity, comme Lita, Tudigo, WeSeed. Et puis, tu as des plateformes de prêt, comme Bien Prêté. C'est 3 produits totalement différents, parce que c'est 3 typologies de clients, 3 types de contrats totalement différents, et toujours régulés par l'AMF. Mais il n'y en a aucun à destination de la communauté musulmane. Je vais faire une petite parenthèse, c'est que quand bien même on sera finance islamique, on est ouvert à tous. Un exemple très simple, il y a beaucoup de porteurs de projets qui n'ont pas accès au financement bancaire et qui ne peuvent pas s'endetter, d'accord, pour des raisons de trop early stage dans leur projet, où ils sont déjà trop endettés. Donc nous, on sera ouvert aussi à des porteurs de projets non musulmans, évidemment, qui souhaitent avoir une autre source de financement plutôt qu'un financement bancaire. D'accord. On parlait juste avant de l'écosystème en finance islamique qui a bien évolué ces dernières années. On évoquait même de labels de 2.0, finance islamique 2.0. Est-ce que tu peux nous faire un petit aperçu de ce que tu as pu, enfin, de ton expérience, l'évolution des différents produits et services qui sont proposés en finance islamique ces dernières années, et voilà, comment ça a évolué? Aujourd'hui, en finance islamique, on aime bien dire qu'on n'est pas assez servi. On aime bien dire qu'il nous manque des produits, il nous manque des solutions, mais quand on fait le point, on peut acheter une résidence principale, on peut investir dans l'immobilier à travers des SCPI, on peut avoir des financements pour de l'investissement locatif à travers les mêmes sources que l'acquisition de résidence principale. On a des produits d'épargne, de l'assurance vie, du PER,
de la SCPI que j'ai déjà cité. Il y a des clubs d'investisseurs qui existent, qui proposent des produits d'investissement du type start-up ou immobilier. Il y a des personnes ou des cabinets de gestion de patrimoine qui existent pour différents typologies de clients. Et puis on a, là, il y a maintenant 3 ans, un des premiers comptes bancaires, donc Mizen. Et puis depuis 2 ans, il y a les Moon MSP, pour au moins lister tous les 3, qui existent, qui fonctionnent, qui ont leur haut et leur bas, mais qui ont le mérite d'exister. Donc aujourd'hui, si tu te poses la question de quoi est-ce que j'ai besoin, tu as besoin d'un compte. Donc il y a Mizen, les Moon MSP. Tu as besoin d'épargner, tu as les assurances vie, tu as les PER, tu as les CPI. Tu as besoin d'acheter ta résidence principale, bah, du coup, tu as les solutions de financement qui existent. Tu as besoin d'investir, pareil, tu as quelques solutions de financement qui existent. Et puis maintenant, si tu veux diversifier, tu as les clubs d'investisseurs qui existent. Donc tu peux diversifier ton patrimoine. Ouais. Sauf que, on aime bien dire qu'en Angleterre, c'est mieux. Quand on regarde, en Angleterre, ils ont plus d'offres, mais pas aussi diversifiées. Le constat en Angleterre, c'est qu'ils ont des offres, ils ont différentes offres pour le même produit. Donc si par exemple tu veux acheter ta résidence principale, tu peux avoir une offre bancaire, une offre de financement participatif, une offre de financement partagé. D'accord ? Si tu veux investir en bourse, tu auras des CGP qui vont t'aider. Tu as des produits d'épargne, mais tu n'as pas autant de produits d'épargne que nous. Donc il y a, par exemple, pour l'acquisition de résidence principale, je crois de souvenirs comme ça, tu as 4 acteurs qui te donnent la même finalité. Ouais. Alors que nous, ok, on a peut-être 1 ou 2 acteurs, mais on a beaucoup plus de segments qui sont couverts. Ouais. Donc finalement, je dirais qu'il faut plutôt voir le verre à moitié rempli que vide. Il y a encore une belle marge de progression à faire. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu un produit de Takaful. Donc Takaful, c'est de l'assurance. Ouais. Un produit de Takaful pour les mosquées. Parce que les mosquées, vu le contexte qui existe en France, n'avaient pas forcément des solutions. C'est plus assurance, protection. Exactement, protection des murs, protection des locaux, etc. Bah, aujourd'hui, il y a un produit qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Il y a les frères qu'on connaît qui font du Takaful en finance décentralisée via de la crypto, etc. Ouais. Petit à petit, il y a des solutions. Et si j'en ai oublié, tu me dis, mais Ouais, non, bien sûr. Bien sûr, il y en a petit beaucoup. à petit, des solutions. J'en vois pas mal. Est-ce que tu penses que... pour toi, c'est quoi la vision de la finance islamique pour les acteurs et pour la communauté en France? La vision de la finance islamique, je pense que c'est une vision qui est différente. Tous les acteurs ont une vision différente de la finance islamique. Ouais. Il y a eu les acteurs historiques, comme Conesca, P510 Easy, qui était là depuis la Chabi Bank, qui était là depuis 2008, IFAS, qui était là depuis 2008-2010 en France, qui ont vu l'évolution. Kader Merbo avec le Master des finances islamiques, pareil, 2010, etc. Donc, ils ont vu, à Noir Hassoun, ils ont vu l'évolution de la finance islamique à leur prémisse. Les associations, pareil. Ils ont vu ça au début. Et puis, tu as eu un temps, je pense, le temps de prendre la maturité dans le marché. Ouais. Et puis, 2019, tu as eu, je dirais plutôt 2020, tu as eu une grosse vague d'entrepreneuriat de la finance islamique. Des comptes de paiement, des clubs d'investisseurs, des solutions d'épargne, des CGP qui se créent, des crowdfunding qui se créent. Pourquoi je dis ça? Parce que les visions, elles sont différentes en fonction du temps, en fonction de la maturité des porteurs de projets, donc des entrepreneurs, mais aussi de la maturité du marché. Il y avait cette fameuse envie d'avoir une banque islamique en France. Ouais. Tout le monde se dit, mais on n'a pas de banque islamique. Aujourd'hui, tu vas à la banque, tu en as besoin de quoi? Tu as besoin d'un compte épargne. Bon, il y a le compte Harmonis, je crois qu'il s'appelle comme ça, de la Chabi Bank. Mais la finalité, c'est que tu peux placer ton argent sur d'autres produits d'épargne. Tu as un compte bancaire, Mizen, Muspel, Moon. Résidence principale, je l'ai déjà cité. Diversification d'investissement, j'ai déjà cité. Tu as besoin d'avoir un accompagnement un peu plus poussé dans ton investissement. Tu as les CGP, gestionnaires de patrimoine. Donc au final, tu n'as plus besoin d'avoir une banque qui va s'occuper de tout. Tu as différents acteurs qui s'occupent d'un segment spécifique. Ouais. Donc les visions, elles sont différentes, les volontés, elles sont différentes, mais je pense qu'il y a un élément qui reste le même, c'est le fait de proposer des produits et des services. C'est de proposer à la communauté francophone française, et pas que musulmane, mais du moins francophone française, des produits totalement différents, compétitifs par rapport aux produits conventionnels, intéressants en termes de rendement, et je dirais de plus en plus digitalisés. Parce que c'est très bien d'avoir des CGP en face à face,
mais des fois, on recherche la rapidité par la digitalisation. Ouais. Donc, la volonté, pour moi, la volonté de tous les acteurs, c'est celle-ci, c'est de proposer des produits, d'arriver de proposer des produits slash des solutions, parce que finalement, c'est ce qu'il nous faut. Plus on propose des produits, des solutions, plus on va éduquer, comprendre et faire consommer euh, Ouais. les clients. Et les produits de finance islamique qui sont proposés, ils reposent sur les principes, bien sûr, de finance islamique, hein. Il y a des guidelines Ouais. qui sont assez standards. Mais derrière, on va dire dans le back-end, derrière, on garde quand même une finance conventionnelle. Pour toi, quelles sont les limites un peu de la finance islamique? Jusqu'où est-ce qu'on peut pousser le développement, dans un Ouais. système dont les fondements ne sont pas du tout alignés avec, enfin, on va dire les principes de finance islamique? Les principes sont immuables. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vont jamais changer et elles n'ont pas vocation à changer. Les principes de la finance islamique en eux-mêmes ne vont pas changer. C'est plus le contexte dans lequel on va évoluer Mmh. qui va faire que on va adapter ces principes et du coup adapter les produits. Aujourd'hui, on dit souvent que la finance islamique duplique la finance conventionnelle. Elle trouve simplement un moyen de rendre licite quelque chose d'illicite. En fait, on fait rentrer des ronds dans des carrés dans des ronds. Mmh. C'est vrai, mais il faut aussi se rendre compte qu'on vit dans un écosystème, dans un environnement qui est très réglementé. On Ouais. va faire ce qu'on veut. Mmh. En plus, on l'a vu, la Validius en Belgique, je ne sais pas si tu as suivi Ouais, j'ai suivi, l'histoire. scandale. Scandale. Ouais. On est dans une partie très, donc je disais réglementée, avec une fiscalité qui est propre à la France et à l'Union européenne, avec des difficultés. Alors, on aime bien dire des difficultés politiques, etc., mais je ne pense pas que ce soit réellement le cas. Je pense que c'est plutôt des difficultés d'acceptation des offres par la communauté, par les futurs clients. Ouais. Et donc, Tu balances la faute plutôt sur les consommateurs? je dis pas que c'est la faute des consommateurs. Je dis juste que chacun a son rôle à jouer. Ouais. Les consommateurs, comme son nom l'indique, leur rôle, c'est de consommer. Mmh. Alors évidemment, pas tout le monde a le pouvoir d'achat de payer un petit delta, qui est le delta, en fait, du coût de structuration, qui est le delta, je dirais un peu ce Muslim Premium. Peut-être revenir sur ce que c'est que le Muslim, enfin ce que j'appelle moi le Muslim Premium, c'est souvent on dit finance islamique, ça coûte plus cher. Ok, c'est pas faux. C'est-à-dire que ça, c'est un constat. Pourquoi ça coûte plus cher? D'après toi, t'es pas dans la finance islamique, même si tu connais beaucoup de gens et beaucoup de personnes, qu'est-ce qui fait que ça coûte plus cher? Pourquoi c'est plus cher la finance islamique? Je dirais les contraintes de ce qu'il faut mettre en place pour Ouais, appliquer, pour suivre les principes, ont un coût. ok. Donc les contraintes juridiques, la structuration Mmh. et le coût de validation. Ouais. En fait, c'est un peu ça. Tu vas acheter une maison, tu vas à la banque, elle te donne de l'argent. Cet argent, t'en fais ce que tu veux. Si tu utilises pour ta maison ou pas, la banque, elle vérifie pas. T'en fais ce que tu veux. Par contre, tu dois lui rembourser. Ok, qu'est-ce qu'elle a fait, la banque? Elle a validé ton dossier, elle a pris de l'argent dans sa caisse, elle te l'a donné. Tandis que quand tu vas faire un contrat de Murabaha, par exemple, c'est un peu plus compliqué. La banque, elle doit acheter la maison. Elle doit ensuite te la vendre. Elle doit faire passer ses contrats. Il y avait les actes notariés avant. Et puis, il y a eu ce frottement fiscal qui a été supprimé. Donc, la transaction, elle est pas plus longue, elle est plus complexe juridiquement. Il y a plus de structuration nécessaire. Mmh. Donc, ça veut dire qu'on compare deux finalités qui sont similaires, mais on ne prend pas en compte tout le chemin pour arriver à ces finalités. Donc, la structuration. Et après, derrière, il faut un sharia board. Il faut un board qui va valider que les opérations ont bien été faites selon les principes de la finance islamique. Mmh. Alors qu'en banque, il n'y a pas de sharia board. Même un board, il n'est pas réellement là. Une fois à une conférence, il y a un des associés de IFAS qui disait que la crise des subprimes, c'est pas une crise financière, c'est une crise de gouvernance. Si tout le monde avait pris ses responsabilités et joué son rôle, peut-être que cette crise aurait été évitée. Mmh. Finalement, ce qui est important pour la finance islamique, c'est aussi cette question de gouvernance. Qui Ouais. va valider les produits? C'est des chars à bande. Donc, tu vois, mis bout à bout, ces petits points, ça augmente le coût. Ok? Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, la finance islamique, ça n'a pas vocation à être gratuit. Il faut quand même qu'il y ait des coûts de structure, il faut quand même payer les personnes qui font le travail de structuration, Ouais. il faut quand même payer les différents partenaires pour Mmh. faire vivre ces sociétés. Donc, on ne peut pas dire que la finance islamique, elle doit être gratuite parce que c'est de la finance islamique. Mmh. C'est pas fisabilillah, en fait, c'est pas sadaka. Donc,
oui, la finance islamique est un peu plus chère. Est-ce que pour autant, les consommateurs ne doivent pas consommer? Parce que la conséquence de ce que je viens de dire, la finance islamique, c'est plus cher, donc je vais prendre du conventionnel. Ouais. Donc je vais prendre du riba à la banque, etc. Ou rien du tout. Ou rien du tout. Ouais. Mais parlons de ceux qui vont avoir cet argumentaire en disant, comme c'est plus cher, non. Si c'est plus cher, c'est que c'est pas islamique. Mhm. Il n'y a rien qui dit qu'on n'a pas le droit de faire d'argent en fécal normal, donc en droit des transactions. Mais juste si je transpose ce que je viens de dire, si les financements islamiques ils sont plus chers, je les prends pas, je vais prendre du conventionnel. Donc si la bouteille d'eau elle est plus chère que l'alcool, je vais prendre l'alcool parce que c'est plus cher que l'eau. Ça n'a pas de sens en fait, religieux, même logique, c'est pas logique Ouais. de se dire ça. Parce que le surcoût il est existant. Quand je compare deux produits, je vais prendre le produit le moins cher. C'est pas logique. Donc tu me disais, je jette la faute sur les consommateurs. Non, je jette pas la faute sur les consommateurs. Mais je dis chacun doit jouer son rôle, malgré les contraintes qu'on a. Et en fait, c'est un effet de masse. Plus on aura des consommateurs, plus on aura de l'argent pour structurer des produits, et plus on aura des coûts de structure qui vont se réduire. C'est un peu l'économie d'échelle au final. Mhm. Donc, c'est un peu ça la bataille. C'est avoir beaucoup de masse pour pouvoir dire on réduit les frais de structure pour avoir des frais de structure qui soient équivalents et donc des frais beaucoup moins élevés et qui seraient plus acceptables par les consommateurs. Ouais. Ok. J'aime bien faire la dernière fois, on discutait d'ailleurs, faire la comparaison avec le marché de la restauration, par exemple. Oui. Euh, Là, je parle plutôt de l'image qu'on essaie de donner, la labellisation de finance islamique. Oui. Euh, Quand tu vois un bon restaurant maintenant, même si c'est un restaurant halal, tu vas pas forcément voir dans la devanture restaurant halal. Mm. Pourquoi est-ce que en finance islamique, on met autant l'accent et on parle autant du côté islamique, euh, alors que dans d'autres industries comme, je sais pas moi, la restauration, le textile Mhm. aussi, ce genre de choses, on ne le fait pas forcément. Je pense que c'est une question d'éducation. Euh, je dirais que entreprendre dans le secteur de la finance islamique, c'est entreprendre tout court. Ouais. C'est comprendre son persona, c'est tester son marché, c'est faire des techniques d'acquisition, Mhm. c'est savoir lui parler, répondre à ses problématiques, etc., etc. Donc il y a évidemment un enjeu business, un enjeu produit, un enjeu service, mais aussi un enjeu marketing. Et je pense, après c'est que ma lecture des choses, on n'a pas encore réussi à trouver, pas mais les bons angles marketing pour toucher les consommateurs. Regarde, t'es quelle origine? Algérienne. Moi je suis mauricien. Mhm. Euh, j'ai mon associé qui est indien. Sur une autre boîte, mon associé, il est tunisien. Euh, la communauté musulmane a une pluralité sociologique. La vague d'immigration, elle est nord-africaine et subsaharienne, ça c'est sûr. Mais il y a l'Europe de l'Est, il y a de l'Asie, il y a différents pays qui composent la société musulmane. Mhm. Et en fait, c'est un peu ça aussi le challenge et la beauté de la communauté musulmane en France, c'est que pour pouvoir toucher toutes les sensibilités, il faut avoir plusieurs techniques d'acquisition marketing, si je puis dire. Ouais. Il y a certaines personnes qui vont se dire, moi finalement, l'aspect finance islamique, je m'en fiche. Que tu me le marketes avec une fille qui porte la voile et un grand barbu, ou que tu me la marketes avec une image faite par l'intelligence artificielle, je m'en fiche du moment que le produit il est bon et qu'il est licite. Puis tu as d'autres qui veulent se sentir, euh, avoir ce sentiment d'appartenance au produit. Donc eux, il va falloir leur servir avec un produit qui respecte leur code. Donc la pluralité de la communauté rend le message euh, plus difficile à transmettre, rend l'aspect marketing plus difficile à partager. Donc c'est pour ça que tu vas avoir des personnes qui vont parler plus d'éthique et de finances inclusives que de finances islamiques, Mhm. parce que ça parle à tout le monde. Puis de l'autre côté, tu vas avoir des personnes qui vont te parler de finances islamiques avec les codes de la finance islamique, avec le langage, avec des minarets, des lunes et des étoiles un peu partout sur la page du site, parce qu'elles veulent créer ce sentiment d'appartenance et se dire, OK, c'est mon langage. Je pense qu'on n'a pas encore réussi à trouver le ou les bonnes méthodes marketing. Le marketing, il évolue. Et puis au-delà du marketing, la population a évolué. Les besoins ont évolué, les attentes ont évolué. Les gens n'ont plus envie d'être sollicités ou d'être démarchés de la même manière qu'ils l'ont été ou qu'ont été nos parents il y a quelques années.
Mhm. Une nouvelle manière d'acquisition, que ce soit faire du growth hacking, que ce soit faire du contenu sur les réseaux et ainsi de suite. C'est devenu plus compliqué. Donc finalement, le sujet, c'est pas simplement pourquoi est-ce qu'on met finance islamique et pourquoi est-ce qu'on met pas finance islamique. C'est se dire, le marketing aujourd'hui au sens large, à mon sens en tout cas, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire parce que la Ouais. population a évolué, les besoins ont évolué, Mhm. les attentes ont évolué. Et donc, du coup, il faut aussi s'adapter. Ça va très vite aujourd'hui, le marketing. Ouais. Le marketing, la communication, ça va hyper vite. Ouais. Ça, c'est mon premier point. Je Mhm. parle beaucoup. Hein. Non, Ça, c'est vas-y. mon premier point. Ok. Et le deuxième point, c'est que quand bien même on a dit tout ça, il ne faut pas utiliser l'aspect islamique pour vendre un produit qui est peu qualitatif. Le point important à retenir, c'est que il faut que tous les produits, à mon sens, tous les produits de finance islamique, et même, peut-être peu importe, finance islamique, éthique, même pas que de la finance, mais tous les produits qui sont portés par des entrepreneurs de la communauté doivent être qualitatifs. C'est c'est une condition sine qua non. L'aspect islamique communautaire, il arrive au-dessus. Malheureusement, ce qu'on voit souvent aujourd'hui, c'est des groupes d'investisseurs, des groupes d'entrepreneurs, voilà, qui vont se réunir sous l'aspect islamique en disant on est un groupe de machin chouette, mais de la communauté. Alors que le produit ou le service ou l'accompagnement lui-même, médiocre. Finalement, c'est un rassemblement de personnes qui ont de la bonne volonté, mais qui font n'importe quoi. Et Ouais. ça, pour le coup, je suis très critique par rapport à ça. Je dis que le produit doit être qualitatif, compétitif, le service doit être bon, et ensuite la couche marketing, Ouais. elle appuie. C'est pas l'inverse. Mhm. Ça, malheureusement, c'est un peu. Non, je suis d'accord avec toi, en reprenant encore l'exemple du restaurant, parce qu'il est assez simple à comprendre. Mais par exemple, tu parles à un musulman qui s'y a te poser comme question, s'il cherche un restaurant, il va te dire, est-ce que tu connais un bon restaurant Exactement. halal? Il va rajouter ça à la fin, tu vois. Il va pas dire un restaurant halal qui est bon. En général, on va dire d'abord bon, puis halal. Et si tu parles à un musulman, il va te dire, est-ce que tu connais un bon restaurant tout Ouais. court? Donc, de manière assez classique et naturelle, on a tendance à plutôt s'orienter vers des produits qui sont bons. Et je pense que, comme tu dis, peut-être qu'il y a un problème côté de trouver un peu ce market fit, pour proposer un produit qui soit suffisamment qualitatif pour qu'il n'y ait pas forcément besoin d'appuyer trop sur le côté Ouais. islamique. Euh, Puis le jour où la finance islamique, entre guillemets, aura gagné, c'est quand on aura des non-musulmans qui vont prendre ces produits mhm. par leur compétitivité, donc en termes de frais, en termes de rentabilité, de rendement, et par le service. Est-ce que tu penses que il y a une boîte, on va dire, orientée finance islamique, qui profondément a la volonté de vraiment viser les non-musulmans? Je pense que tous, au final, Ouais. je pense que tous, en tout cas, j'espère que tous, Mhm. parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y a une mauvaise compréhension du marché. En fait, faire de la finance islamique que pour les musulmans en France, ça n'a pas de sens. On aime bien dire entre 8 et 10, 12, et même des études qui auraient dit 14% de la population. Ok. Mettons qu'on est 10%, on est 6 millions, 7 millions et quelques. Peu importe. C'est-à-dire qu'en fait, on exclut 90% du marché. Ça n'a pas de sens. Donc je pense que tous ont la, géré l'ouverture d'esprit de se dire nos produits, ils ont d'abord le marché cœur, Mhm. mais par contre, il n'y a aucune exclusion des non-musulmans dedans. Que ce soit, par exemple, la gestion de patrimoine. Mhm. La gestion de patrimoine, tu peux prendre des clients qui ne sont pas musulmans, mais qui vont se retrouver. Enfin, l'armement, la drogue, l'alcool, c'est des choses qui sont néfastes. Ouais. Déjà, la finance islamique, elle n'a pas attendu les normes ESG pour être ESG. Ouais. Ça fait depuis 1400 ans qu'on sait qu'on ne doit pas faire tout ça. C'est pas parce que maintenant l'ESG, ça existe qu'on doit se dire, ah, c'est super. Mhm. Mais on va utiliser ces éléments de langage pour parler à ces personnes qui ne comprennent pas la finance islamique en leur disant la finance islamique, ça répond à, par exemple, je crois que c'est 13 des 17 ODD de l'ONU, les objectifs de développement durable. Mhm. Il y en a 13 qui répondent stricto sensu. Ouais. Donc, je pense que tous les acteurs doivent avoir en tête plutôt cette volonté de se dire à un moment donné, le marché, il va s'élargir. Il faut que le marché, ce soit plus que les musulmans, ce soit toute la France, toute l'Europe. Toute l'Europe parce que c'est le marché en lui-même. Ouais.
Est-ce que tu penses qu'il y a suffisamment enfin, il y a un travail à faire aussi au niveau, des échanges d'idées, du lobbying, au niveau, on va dire parce que quand on parle de finance islamique, en soi, ce que nous on dit, c'est à la fois c'est un principe qu'on doit suivre en tant que musulman. On doit suivre ce genre de produits et éviter, le reste. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que la finance islamique a une valeur ajoutée, Mm. et que la finance non islamique, les intérêts et cetera, ont un effet néfaste sur l'économie, sur la société de manière générale. Est-ce qu'on joue suffisamment sur ça, tu penses? On le dit entre nous, j'ai l'impression, mais est-ce qu'on le croit vraiment et on va aller faire du lobbying et présenter, écrire des articles et présenter ça d'une manière académique, et expliquer que voilà, il y a vraiment un problème structurel qui existe et voilà l'alternative et pas forcément une alternative globale. Je pense que est-ce que tu penses aussi d'ailleurs, question secondaire, que, si demain on avait on avait les rênes, de l'économie française, on saurait quoi faire? On a un modèle à proposer qui soit clair? Est-ce que, j'allais dire, est-ce que c'est notre rôle de faire du lobby et de pousser d'un point de vue politique et la finance islamique? Je sais pas. Pourquoi je dis je sais pas? Parce que il y a eu, je dirais, deux générations d'entrepreneurs dans la finance islamique. Mmh. Tu as eu les premiers acteurs, Anas Patel, Kader, etc., Booker, qui étaient les pionniers. Et puis la deuxième génération, celle qui est... Quand je dis deuxième génération, c'est pas en termes d'âge, mais en termes de temporalité avec les produits. Ouais. D'accord. Et en fait, cette deuxième génération, elle, comment dire, elle bénéficie de ce qui a été fait par la première génération. Oui. Ok, elle bénéficie en termes de connaissance du marché, compréhension des produits. Tu vois, dans le BOFIP, donc dans les textes de loi français, il y a Sukuk, Mulabaha, Ijara et Istisna. C'est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire que la législation, les règles, la fiscalité est très ouverte pour la finance islamique. Et le droit français est un droit qui est extrêmement, je dirais, malléable et adaptable à la finance islamique. Donc, est-ce qu'on a besoin de faire plus? Est-ce qu'on a besoin d'aller, je vais dire manifester, mais est-ce qu'on a besoin d'aller manifester, de prôner, de faire du lobby pour améliorer ce qui... Non, je pense qu'on a juste besoin de faire mieux avec les ressources qu'on a. Moi, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'aller créer, créer des lobbies. Par contre, on a besoin de se structurer. Ça, c'est évident. De Mmh. avoir ce côté transmission d'informations, partage, mentoring, etc. Ouais. Mais de l'autre côté, tu disais, on sait que ça a des impacts néfastes, riba, etc. Va dire ça à un millionnaire qui a fait énormément d'argent avec l'effet de levier des banques. Ouais. À quel moment est-ce qu'il va le voir, lui, l'impact néfaste? Quelqu'un qui s'est financé, endetté, qui a pris 3 appartements, qui les a revendus, qui a fait un hôtel, qui l'a revendu, lui, il ne voit pas l'impact néfaste. Oui, lui personnellement, il va peut-être pas le voir, mais tu parles pas à une personne, tu parles à une population en général et tu expliques les impacts, les effets macro aussi, tant que micro autant que macro dans l'économie et ça peut avoir un impact positif sur une personne, un impact négatif sur 100 personnes à côté. Est-ce que c'est notre rôle? En fait, moi, je veux dire, est-ce que Bah, c'est le rôle des... ça dépend en fait, à quel point on prend au sérieux, les impacts négatifs Ouais. de l'économie conventionnelle. Si par exemple, on met ça à la même hauteur qu'un péché, en islam, par exemple le vol ou autre chose, demain, bah, voilà, si, dans nos quartiers, dans nos villes, dire que le vol c'est mauvais, ça choquerait personne, tu vois? Mhm. Peut-être que le comparatif n'est pas adapté, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, au niveau de la finance, conventionnelle, quand on parle entre nous, on le met au même niveau, tu vois? On cite les versets, Mhm. puisqu'on fait la guerre contre Dieu et son voilà. Donc il y a les versets qui sont très connus à propos de ça. Mais derrière, ça ne nous dérange pas, si, tout le monde, fait ça à côté. Peut-être qu'on est peut-être un peu égoïste à ce niveau-là et qu'on ne veut pas propager la bonne parole. Encore une fois, je repose la question, est-ce que c'est notre rôle? Quand je dis notre rôle, je parle aux entrepreneurs ou euh, aux... je parlais par Non, exemple... non, je dis pas forcément les entrepreneurs, ils ont leur rôle, mais je dis est-ce que de manière générale, dans l'écosystème de finance islamique, est-ce qu'il manque pas ces aspects-là, en fait? Justement, Ouais. le rôle d'un chef d'entreprise, Mmh mh. c'est quoi? C'est de proposer un produit. Mmh. D'accord? Peu importe le secteur, c'est proposer un produit Ouais. qui réponde à une problématique. Donc déjà, en faisant ça, Mmh. tu fais toute la partie pédagogie, awareness, sensibilisation, etc. Donc, Ouais. parce que
il y a des mythes, il y a des idées reçues, des a priori. Donc, indirectement, on le fait. Ta question, au final, c'est est-ce qu'on ne fait pas assez? Est-ce qu'il faudrait faire plus? On le fait plutôt de manière je trouve, de Ouais, manière communautaire. De manière assez communautaire avec des mots dans une, qu'on appelle en anglais une echo chamber, tu vois. ouais, exactement. On prêche des convaincus, entre guillemets. Exactement. Voilà. Donc, à qui revient pas la responsabilité, mais qui devrait le faire au final? Parce que moi, je le fais. Par exemple, aujourd'hui, j'interviens sur le podcast. On peut me dire dans les commentaires ou je sais pas, ah, mais en fait, tu as fait ça pour faire ta pub. Donc, il y a toujours ce petit truc de bénéfice direct ou indirect. En fait, c'est à qui revient la responsabilité de se dire finalement, on va faire de la pédagogie dans un but totalement désintéressé pour faire comprendre l'impact du riba. Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est le collectif des chefs d'entreprise, enfin des chefs d'entreprise, des entrepreneurs de la finance islamique? Est-ce que c'est une école, le MBA par exemple? Le MBA, lui, sa vocation, c'est de former des professionnels. Donc, en fait, à qui revient ça? Est-ce que c'est pas les trois en même temps au final? C'est monsieur, madame, tout le monde, plus des professionnels, plus des acteurs qui devraient travailler ensemble. Moi, je pense qu'on... Tout à l'heure, tu me disais, je mettais la faute sur les... Juste t'interromps, par exemple, on voit beaucoup de... Je te laisserai terminer, mais juste, on voit beaucoup il y a des économistes, tu vois. Il y a des gens qui sont experts en finance, qui écrivent des papiers. Pour moi, c'est ce genre de choses, tu vois, qui manque. C'est avoir des travaux un peu plus poussés. Parce que c'est vrai que quand tu vas plus loin dans l'économie le macro, la complexité, elle grossit, tu vois. C'est pas juste une murabaha, enfin, juste un seul produit que tu vends. Là, tu penses à l'échelle macro et tu critiques une structure, tu vois, un écosystème complet. Donc, ça demande beaucoup plus de pédagogie et de travail académique. C'est pas aussi simple, peut-être, que de proposer juste un produit ou deux produits. Je minimise pas ça, mais je veux dire, ça demanderait peut-être plus d'efforts avec on va dire, une récompense que tu vois pas forcément. Peut-être qu'on sortirait un mur et que la personne n'a envie de perdre de temps sur ça. Peut-être que les gens voient pas ça comme utile dans l'écosystème. Sur ta question, je pense que c'est un triptyque. Il faut des académiciens, des personnes qui vont l'argumenter d'un point de vue macro, micro, objectif. Il faut des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des acteurs au sens large, qui vont l'argumenter d'un point de vue marché. Et puis, je pense qu'il faut aussi des personnes de science qui vont pouvoir donner les bases de compréhension religieuse et qui vont pouvoir former les personnes d'un point de vue jurisprudentiel pour se dire finalement, l'impact, il est néfaste. En fait, il faut un triptyque de ces trois-là. Et ce triptyque-là, ce que je disais tout à l'heure, il faut le structurer. Il faut que En fait, est-ce qu'il faut qu'on soit tous dans une seule association, qui est l'association de la finance islamique française, pour que finalement on travaille ensemble? Est-ce qu'il y a cette nécessité pour que le marché se dise ah, finalement la finance islamique se structure et elle a pour objectif de propager la bonne parole sur le riba? Est-ce que c'est nécessaire? Pour répondre à ta question, en fait, c'est un peu, je te pose la question, je te dis. Bah, en fait, pour moi, ça fait partie de ce qu'on appelle combattre le blâmable et ordonner le bien, tu vois. Mais c'est juste aller dans une partie qui est l'économie. Donc ça fait partie de ce système-là, en fait. Après que ça soit, que ce soit une priorité ou non, je sais pas. Mais ça rentre dans ce contexte, selon moi. Et selon moi-même, je n'irais pas jusqu'à... est-ce qu'on doit l'appeler finance islamique aussi? Forcément. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien utiliser ce terme. Mais comme je disais tout à l'heure, la finance islamique, elle a un avantage pour nous. On croit fermement qu'elle est meilleure que la finance conventionnelle, que les principes sont meilleurs. Donc si on croit qu'elles sont meilleures, on peut juste partir du principe que c'est une finance éthique. Et après, on va débattre et on va argumenter pourquoi la finance éthique sous ce prisme-là est meilleure qu'un autre type de finance. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que l'inconvénient derrière, c'est que en fait, ça communautarise tout de suite. Et derrière, ça crée des clans, en fait. Alors que nous, derrière, on met en avant des valeurs et des principes, plus que le fait que ce soit islamique ou non. Mais ça, c'est peut-être une parenthèse. Je t'avais interrompu. Ah, mais je vais rebondir sur ce que je dis parce qu'au final, chacun a son rôle à jouer. Bien sûr. Chacun a son rôle à jouer parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, notre rôle, c'est de proposer un produit. Les consommateurs, leur rôle, c'est de nous aider à proposer des meilleurs produits en consommant et en nous critiquant.
Mhm. Donc, on a tous un rôle à jouer. Euh, Indirectement, si nous, on répond bien aux problématiques des clients, si les clients sont satisfaits, ben, ils vont propager en fait ce côté regarde, finalement, j'ai investi dans tel produit, c'est plus rentable que le produit conventionnel et les impacts sont positifs. Indirectement, c'est ce qui va se passer. Mhm. Demain, on trouve des solutions de financement pour financer du stock et du BFR à des entreprises. Plutôt que d'avoir la pression financière d'une banque, elles vont venir vers nos solutions. Ben, indirectement, ça va aider des entreprises musulmanes et non musulmanes à subvenir à leurs besoins. Ouais. Donc, on va propager cette bonne parole. Juste, quel est le médium? Comment est-ce qu'on le fait? Ouais. Est-ce qu'on le fait, j'allais dire, par la création de contenu, par la création d'événements, par quelque chose de très direct? Ou est-ce qu'on fait plutôt quelque chose de plutôt soft power, tu sais, on y va doucement. Et en fait, à chaque fois, quand quelqu'un posera la question de comment est-ce que tu as fait, ben, la réponse c'est grâce à la finance islamique. En fait, moi, j'ai pas de réponse à te donner. Mm. Moi, personnellement, Moi, je suis plus intéressé attiré par la deuxième option. je pense que c'est Parce la que meilleure. tout de suite, ça ne met pas de blocage en fait à la personne qui écoute. Parce que si tu dis tout de suite finance islamique, la personne va se dire Mm. ah, finance islamique, ça ne m'intéresse pas ou quoi que ce soit, ça va mettre tout de suite des barrières. Alors que mettre en avant tout de suite, convaincre la personne par A plus B, derrière, si tu termines par dire au fait, ça, je l'ai appris à travers les principes islamiques, et j'ai juste derrière, je t'ai juste convaincu par A plus B que c'était la meilleure option, tout de suite, tu vas beaucoup plus loin en fait dans l'échange. Je pense, Bien hein, sûr. après. Moi, je pense que euh, je dirais la propagation de cette bonne parole et surtout la compréhension de l'importance de pas tomber dans le riba, elle passe par l'aspect spirituel, donc les écoles musulmanes, peu importe, les chiites, etc. Donc ça, c'est évident, que ce soit eux aussi qui soient formés et qui puissent dire, et qui puissent maîtriser les sujets, parce que Ouais, voilà, ça devient aussi complexe. Quand on n'a pas, je dirais, pas d'autorité, mais qu'on n'a pas 3 4 5 références francophones qui maîtrisent ces sujets d'un point de vue jurisprudentiel et économique. ouais. Alors, dans le monde, c'est très rare aussi, hein, mais en France encore plus. Ça aurait été bien qu'on en ait. Qui donnerait des plateformes, des espaces pour justement les gens se former. Mm, Donc, ça serait super. Donc, et tout le monde n'a pas vocation à entreprendre dans la finance islamique. bien Donc, le sûr. but, c'est aussi Ouais. d'élever le niveau de connaissance. Mhm. Et puis, tu as l'autre côté, bah, les produits. Du moment que tu es satisfait par un produit de finance islamique, tu n'as pas de raison d'aller voir un produit conventionnel. Donc, Ouais, si je suis satisfait, bien sûr. je comprends l'intérêt et l'impact. Ouais, Ça rejoint la difficulté d'entreprendre en fait dans ce secteur-là. ouais, ouais, ouais. Parce que tu mélanges l'argent, la spiritualité, l'éducation des gens. Il y a des gens qui ont eu zéro éducation religieuse sur ces sujets-là. Mm, Et donc, c'est pas comme si tu faisais du gros hacking et tu avais les bons hooks, les bonnes accroches pour pouvoir leur parler. Tu ouais, peux user une accroche pour 10 personnes, c'est 10 réponses différentes. Parce qu'il y a un mélange, en fait, comme je dis, de spiritualité, de relation à l'argent, de sentiments, ouais. d'a priori, ce qui fait que c'est hyper difficile de pouvoir parler à tout le monde. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, enfin, je réfléchis à voix haute, hein, mais je pense aussi qu'il y a un besoin de. Après, je sais pas, il y a les problèmes de régulation, mais je pense qu'il y a un gros besoin de créativité aussi Mm. en termes de ce qu'on propose. Et par exemple, je sais pas, moi, je dis au hasard, tu vois, la SCPI, ce qui permet d'investir, pour ceux qui sont pas, qui connaissent pas trop, d'investir dans l'immobilier, mais de manière fractionnée, enfin, Ouais. acheter une fraction de l'immobilier en commun avec d'autres personnes ou d'autres entreprises. Euh, En fait, ça existait déjà la SCPI. Mm. Et nous, on a ramené la SCPI islamique. Mais peut-être qu'il y a d'autres produits que nous, on peut proposer directement islamiques sans dire le mot islamique, tu vois. Et après, ça serait aux gens de nous copier et de s'inspirer de nos modèles, tu vois. Après, peut-être qu'il y a des problèmes de régulation, je sais pas. La Mm. finance, c'est très régulé. Il y avait ce point-là que je voulais dire. Et il y avait un deuxième point. Tu sais, quand tu parlais plutôt de ce qui avait été fait dans la fin des années 2000, les textes de loi qui mentionnent certains principes islamiques, Murabaha, etc. La motivation première pour eux, enfin, je sais pas, peut-être que toi tu connais bien, mais j'imagine que ça a pas été que. Tu me contrediras si je me trompe, hein, mais j'imagine que ça a pas été qu'ils considèrent que la finance islamique est meilleure que la Mm. finance conventionnelle. Ça a été du lobbying qui a été effectué et à travers l'argent, etc., leur dire que voilà, vous aurez un potentiel marché. Mais derrière, il y a aucun moment, on va dire, un échange qui dit que voilà, ce modèle-là
est meilleur qu'un autre. Ça n'a jamais été dans l'échange, j'imagine. Je vais commencer par la fin. En tout cas, de ce que je sais, 2008, c'est Christine Lagarde qui pousse le truc, etc. Il y a cette fameuse légende qui dirait qu'elle a oublié de signer des agréments pour une banque islamique en France au moment où elle a été nommée à ses prochains postes. Enfin, je pense qu'il y a aussi une logique économique. Finance islamique dit attirer des fonds, dit avoir une ouverture sur le monde, dit avoir l'argent du Moyen-Orient, de la Malaisie, de l'Indonésie qui ont de l'argent à placer. Ouais. Donc la France, par son gouvernement et ses politiques, ne sont pas bêtes, hein, ils comprennent l'intérêt. Et il y avait, en Europe, il n'y a pas de place de finance islamique, hein, à part en Angleterre, qui aujourd'hui n'est plus dans l'Europe. Il resterait que la France aujourd'hui. La Suisse qui fait de la finance islamique, mais au patrimoine. En termes de produits larges, je veux dire, de solutions de financement, la France, ça pourrait être très, très, très bien positionnée. Donc oui, la volonté de promouvoir la finance islamique, ça n'a pas été aussi une volonté de proposer une solution alternative. Parce qu'en fait, la finance islamique fait partie de la finance. Point. En fait, l'histoire, elle s'arrête là. C'est donner à des personnes qui ont une thèse d'investissement différente les outils pour pouvoir faire ce qu'il va faire. Ouais. Très bien. En fait, il faut le voir comme ça. Donc l'État, lui, enfin l'État, le régulateur, il est très au fait de la finance islamique en France. Le régulateur, c'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Très au fait de la finance islamique. Ouais. Parce que c'est lui qui le contrôle par les acteurs qui existent et par les agréments qu'il donne. Juste petite question. Est-ce qu'à part la finance islamique et la finance conventionnelle, est-ce qu'il y a un autre terme qui est utilisé? Finance juive, la finance chrétienne, j'en sais rien. Pour le coup, non. Mais on parle plutôt de finance communautaire ou affinitaire. Ouais. Tu sais, il y a des fonds par exemple, il y a une plateforme de crowdfunding qui finance des projets de l'Église. Ouais. Des églises, par exemple, des églises qui vont émettre des obligations pour se financer leurs projets, ou des entrepreneurs qui ont des projets en lien avec la foi chrétienne. Ouais. Ça existe. L'AMF, zéro problème. Comme ils auraient zéro problème avec la finance islamique. C'est vrai que la finance islamique, on l'appelle finance islamique parce qu'il y a cet aspect respect de textes et de lois qui sont différents de ce que connaissait la norme financière. Et c'est de la finance, point. Ouais. Donc on parle de finance affinitaire, finance communautaire. Il y a des fonds qui se spécialisent dans les produits éthiques, etc. Peu importe. Donc le régulateur, il n'y a pas de sujet. Et c'était quoi ta première question? Première question, c'était moi Innovation, innovation, exactement. Ouais. je me rappelle. Je t'écoute. Bonne mémoire. Donc je disais, ouais, sur la partie régulation, etc., je pense qu'il n'y a pas réellement de problème. Et en fait, le point, il vient de l'innovation. Après, il faut se rendre compte de où est-ce qu'on part. Bien sûr. On revient quand même. Les musulmans en France, c'est jeune, hein. Les musulmans en France, c'est jeune. Allez, quelles sont les premières initiatives de structuration de la communauté musulmane en date? C'est quand? 90? Début 2000 max? Ça fait même pas 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on essaie de se structurer. Donc on ne peut pas attendre en 30 ans l'évolution, l'innovation, la structuration au même titre qu'a la finance, je dirais, conventionnelle ou les autres types de finances qui sont là depuis des centaines d'années. Donc on est encore jeune. Donc c'est vrai que le plus facile quand on entreprend, c'est de copier-coller. Tu copies, tu modifies, tu colles. Ouais. C'est le plus facile à faire. Ouais. Et il faut aussi avoir ce produit de market fit. Alors, le produit qui répond à la demande du marché. Ouais. Maintenant, une fois qu'on a dépassé ça, c'est vrai qu'il faut innover. Il faut proposer différents montages, différents produits, différentes solutions de financement, différentes solutions d'investissement. Il faut aller les chercher. Donc c'est là aussi où les entrepreneurs qui vont se lancer dans cet écosystème, dans ce secteur-là, ils doivent faire preuve d'innovation. Et l'innovation, ça peut aller sur plein de sujets. Ça peut être juridique, ça peut être en termes de crypto, token, etc. Ça peut être aussi en termes de marketing. Ça peut être en termes de structuration de contrats. Il faut aller chercher l'innovation, c'est sûr et certain. Il ne faut pas mettre de côté les bonnes choses qui ont été faites. Par exemple, les SCPI, t'en parlais. Si on peut copier-coller et être rapide à proposer des solutions éthiques, rentables, peu coûteuses, il faut le faire aussi. Bien sûr. Non, mais c'est clair, c'est clair. Et de ton côté, tu penses quoi de l'avenir de la finance islamique en France? Est-ce que tu es optimiste ou Moi, je suis optimiste. Ouais. Je suis optimiste.
Je veux dire pour plusieurs raisons. Parce que il y a cette vague, vraiment cette vague depuis 2022, 2021, quelque chose comme ça, où on a eu des entrepreneurs, des personnes qui entreprennent, Ouais. qui testent, qui échouent, qui recommencent. Et qui sont prêts à aller jusqu'au bout parce qu'ils ont ce why qui est très fort. Ils ont ce côté, on veut servir la communauté un bon produit. Il y a ça. Et c'est plus on veut être la banque islamique. Et c'est plus on veut dupliquer les services d'une banque islamique. Non. C'est on a un produit et on veut que ce produit soit bon. Ouais. Et après, on apporte des solutions complémentaires, des produits complémentaires, etc. Mais d'abord, se concentrer sur un produit. En fait, je pense que ce changement de paradigme dans l'état d'esprit des entrepreneurs de la finance islamique, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Que ce soit le financement participatif, que ce soit les club deals, que ce soit les comptes de paiement, etc. Donc, il y a des envies. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la réglementation. Aujourd'hui, on est en Europe. La France, ça fait partie de l'Europe. Et l'Europe, c'est grand. Donc, ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de choses en France, en Belgique, au Luxembourg, bon, pas en Suisse, mais en Allemagne. Entreprendre là-bas, ramener ça en France, entreprendre en France, ramener ça là-bas. Parce que le marché aujourd'hui, il est européen, il est plus français. Aujourd'hui, la finance islamique, son marché, en tout cas pour nous, entrepreneurs européens, c'est l'Europe. C'est même plus l'Angleterre. C'est l'inverse, c'est les Anglais, ils veulent venir ici. Ouais, parce que la régulation permet de Bien pouvoir sûr. opérer dans toute l'Union européenne. Passeport européen, il te donne le marché qui est l'Europe. Ouais. Donc pourquoi se limiter et se dire on va se concentrer qu'à la population d'Île-de-France? Non. Il y a toute l'Europe à prendre. Ouais. Et puis il y a, je pense, une maturité du marché qui est différente. Aujourd'hui, le marché, je pense qu'il est un peu plus jeune. Les attentes, elles sont différentes. Beaucoup de personnes, enfin, j'aime pas dire des généralités, mais des personnes ne veulent plus forcément acheter leur résidence principale. Ils veulent soit partir à l'étranger vivre, soit faire des expériences internationales, soit simplement louer, parce qu'ils ont envie de louer et ils veulent pas avoir cette pression. Donc, c'est-à-dire que les besoins de financement, ils sont différents. Ils évoluent. Ils évoluent. Et donc, le marché devient plus mature. Il comprend plus les choses. Les questions, elles sont plus techniques, plus poussées, plus comparatives aussi dans les produits eux-mêmes. Donc, moi, j'ai un vrai bon pressentiment sur l'avenir de la finance islamique. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir donner les éléments de structuration, que ce soit pour des produits d'investissement, des produits de financement, des produits, du conseil, de l'accompagnement, de l'awareness, pour que les acteurs, que ce soit les entrepreneurs ou les consommateurs, puissent avoir les réponses à leurs questions. C'est un peu ça au final. J'ai aucun doute sur l'intelligence des acteurs de la finance islamique. J'ai aucun doute. Les gens, c'est des mecs brillants. On en connaît, on a plein d'amis en commun dedans. Des gens brillants. Ils savent bien faire leur métier. Ok. Donc ça, on leur laisse faire. Maintenant, il faudrait qu'il y ait des personnes qui aient ce rôle d'awareness, de sensibilisation, ce rôle de transfert d'informations, de partage. Ok. Qui parle à tout le monde au final. Entrepreneurs, consommateurs, régulateurs, etc. Et puis, il faut que les consommateurs, ils se disent, tant qu'ils ne consommeront pas, tant qu'eux-mêmes ne seront pas les clients des produits qu'ils attendent, bah, nous, on ne sert à rien. Si moi, je suis sur une plateforme de crowdfunding, j'ai 0 consommateur, j'ai 0 investisseur sur ma plateforme, dans les 6 mois, je ferme. En fait, nous, on n'existe que parce que les clients sont là. C'est pas dans les marchés type start-up, etc., où on crée de la demande. Non, nous, on existe vraiment parce que les clients consomment. Dès lors que les clients ne consommeront plus, tous les acteurs de la finance islamique devront mettre la clé sur la porte. Ça n'arrivera pas parce qu'il y a toujours des personnes qui voudront le faire. Donc en fait, plus vous consommez, donc il faut le voir maintenant un step au-dessus, plus les personnes consomment, plus les personnes vont investir, plus les personnes vont placer leur argent, vont accepter ce petit musulman premium qui est le surplus, mais bon, qui est malheureusement existant pour l'instant. Bah, plus les acteurs vont pouvoir s'améliorer et réduire les coûts et proposer des nouveaux services, des nouveaux produits. C'est un cercle vertueux comme un cercle vicieux. Donc la critique qui est de dire on n'a pas assez de produits, déjà, 1, je trouve que c'est faux. Et de 2,
bah, les personnes qui pensent qu'on n'a pas assez de produits, entreprenez. Moi, je pense qu'il faut entreprendre. Entreprenez. Et aujourd'hui, les chances de réussite elles seront beaucoup plus élevées. Et troisièmement, les consommateurs, les clients, il faudrait qu'ils comprennent leur importance. Ouais. Que sans ça, le marché... Donc, tu penses que, clairement, le marché des, on va dire, on va appeler ça le marché des produits respectant la finance islamique, les principes de la finance islamique, n'a aucune chance de réussite sans l'investissement des musulmans. Clairement. Pas que l'investissement. Sans Consommation, investissement. Pas la consommation, pas l'investissement, sans vraiment le fait de partager la mission des entrepreneurs. Ouais. Nous, on s'appelle Kifaya. Je sais pas si tu connais l'origine du mot Kifaya. Tu me l'as dit, ouais. En tant que musulman, on a, entre guillemets, deux obligations. Fard Ain, les obligations individuelles, et Fard Kifaya, les obligations communales. Ouais. Par exemple, l'appel à la prière, il est obligatoire pour prier. Tout le monde doit le faire. Mais dès lors qu'une personne l'a fait, les autres ne sont plus obligés de le faire. Nous, on s'est vraiment senti investir cette mission de se dire on va proposer un nouveau produit, qui est le produit de crowdfunding. Et Kifaya, ça rentre bien, puisque communal, communautaire, la communauté que tu crées par le crowdfunding. Donc, nous, on y croit vraiment que notre réussite, elle sera dépendante de... Ça fait un peu gnangnan ce que je veux dire, mais du soutien et de l'amour que va nous apporter la communauté pour les personnes qui ont besoin de financement. Vraiment, nous, on y croit vraiment. Ça fait vraiment partie de, comme on dit, de notre why. C'est que notre réussite, elle ne dépend pas de nous. Elle dépend de l'adoption, le soutien que va nous donner la communauté. Enfin, elle dépend de vous, dans la mesure où vous proposez un outil qui... Nous, on fait notre job. Dès lors qu'on a fait notre job d'avoir un outil qui est intéressant, digital, machin chouette, c'est plus dans nos mains. C'est aux consommateurs, aux utilisateurs de nous soutenir et de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Angle mort, point positif. Mais bon, quoi qu'il arrive, on vous soutient. Et ça, c'est hyper important pour tout le monde. Ouais. Cette approche-là de soutenir coûte que coûte, entre guillemets, elle a des limites, dans le sens où tu vas pas soutenir non plus tout type d'entreprise qui se labellise finance islamique. Bien sûr. Parce que dans ce cas-là, tu t'en sors plus, tu finances tout le monde et tu donnes pas de... Voilà. Parce que le financement, c'est aussi un tampon de dire j'aime suffisamment ton produit, et là, il m'apporte suffisamment de valeur pour que je puisse payer. Comment tu donnerais ce juste milieu? Chacun à son niveau. D'accord, des personnes qui vivent modestement, on n'attend pas d'elles qu'elles mettent leur économie et leur épargne dans un produit start-up. Et clairement, ça, c'est un problème qu'on a. C'est comme on n'a pas d'éducation financière dans la communauté. Donc, dès qu'on a entendu par quelqu'un que ah ouais, j'ai investi dans telle start-up ou tel produit d'investissement et ça s'est bien passé, ils pensent que ça devient la règle. Mais la règle, c'est pas celle-là. La règle, c'est que investir entraîne des risques de perte en capital et on peut perdre une partie ou tout son investissement. La règle, c'est pas qu'on va gagner x2, x3, x4. Hein. Donc malheureusement, c'est ça. Maintenant, chacun doit contribuer à son échelle. J'ai envie de dire des commentaires positifs, un partage de vidéos sur les réseaux, poser des questions, venir nous voir, nous poser des questions. Ouais. Tout ça, ça fait partie du soutien. Okay. C'est pas que financier. Okay. Parce que c'est aussi un message qu'on donne. Pourquoi est-ce que les autres acteurs, donc les non-musulmans, acteurs non-musulmans, s'intéresseraient à la finance islamique si nous-mêmes, on a encore ces petites, je dirais, pas guéguerres, mais ces petites critiques non fondées ou infondées de la finance islamique? Il y a des musulmans qui vont prendre des crédits bancaires. Ouais. D'accord. Sans jugement, il y a des musulmans qui prennent des crédits bancaires. Les banques, elles n'ont pas besoin de faire la finance islamique. Parce qu'il y a des musulmans qui vont les voir automatiquement. Donc à nous, acteurs de la finance islamique et consommateurs, de s'améliorer ensemble par, je dirais, de l'intelligence collective. Ouais. Plutôt que de faire de la critique négative ou de faire de la critique non constructive. Il y a beaucoup de critiques dans l'industrie. Bien sûr. Moi, ça fait... Je pose la question, j'ai la réponse, mais je dois poser la question. Je sais, c'est vrai. Un an et demi, allez, 2 ans que je suis dans cet écosystème. Je ne parle pas des acteurs, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Ils ont des cheveux blancs, c'est pas à cause de l'entrepreneuriat. Hein. C'est dur, c'est parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup de transferts dedans.
Souvent, les gens, ils le voient de l'autre côté, ils le voient du côté entrepreneur, le gars, il veut se faire de l'argent sur le dos des musulmans. Et il y a le côté aussi émotionnel, parce que finalement, on a, nous, une responsabilité. Parce qu'on apprend des choses, on a appris des choses, on les met en pratique. On a cette responsabilité religieuse, sociale. Et se dire, finalement, est-ce qu'on ne fait pas n'importe quoi, quoi. Très bien. Parlons un peu de la zakat, il nous reste un peu de temps, quelques Sans minutes pour transition. terminer. Sans transition, ouais, Je sans vais la trouver, la transition. transition. Vas-y, trouve la transition en attendant. Mais une partie de ton activité, c'est de conseiller les entreprises à payer leurs zakat. Ouais. J'ai interviewé beaucoup de personnes en finance islamique, mais on a très peu parlé de zakat pour entreprises. En quelques mots, donne-nous quelques insights par rapport Ouais. à ce domaine-là. Qu'est-ce que tu peux voir? Est-ce que les gens respectent... Moi, j'ai l'impression, moi, d'un regard extérieur, que les gens respectent beaucoup moins la zakat pour leur entreprise que la zakat personnelle. Peut-être que parce que c'est moins connu, c'est plus compliqué. Clairement, ouais. Ouais, on a la réponse. La zakat, c'est un acte d'adoration. Mais c'est l'un des... si ce n'est le seul acte d'adoration qui a un aspect économique. T'as pas fait de transition, mais c'est pas grave. Mais du coup, l'aspect économique a un lien avec la finance islamique. J'ai trouvé Bien la vu. transition. Bien vu. Mais et donc, dès lors qu'il y a cet aspect économique, il y a cette compréhension des choses. On demande à plus comprendre la zakat que comprendre la salat ou comprendre le pèlerinage. Parce qu'il y a cet aspect économique, finalement. Aujourd'hui, la zakat en France, déjà premièrement, on a des associations qui gèrent la zakat al-mal, mais on n'a pas, je dirais, d'association ou d'autorité de référence sur la zakat française. Parce que la zakat, c'est quand même quelque chose qui est très réglementé d'un point de vue religieux, qui a des règles, même s'il y a de la divergence, il y a quand même des règles. C'est le texte du Coran qui donne les bases, mais c'est aussi un acte d'adoration qui a évolué par la pratique. Et tu avais fait un épisode avec Dr Sohail Hanif de NZF, et lui-même, c'est le professionnel de la zakat au UK, qui pourra écouter, il approfondit beaucoup plus que moi sur ces sujets-là. Mais dès lors qu'on est sur de la pratique, il faut avoir des praticiens, des personnes qui maîtrisent ces sujets. Ouais. D'accord ? Aujourd'hui, si on parle de chiffres, les seules personnes qui maîtrisent les chiffres pour les entreprises, experts comptables, professionnels du chiffre, et quelque peu les CGP et les consultants gérants indépendants qui ont ce vrai parcours financier. Maintenant, il faut rajouter à ça la connaissance religieuse de la zakat. La connaissance religieuse de la zakat, elle se base sur les textes, mais aussi sur l'interprétation. Il n'y avait pas, au temps du prophète, les créances clients comme on les connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas la comptabilité comme on la connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas l'investissement dans des holdings comme on le connaît aujourd'hui. Donc, la finance islamique a évolué et ces textes ont évolué, donc l'application de la zakat a évolué aussi. Zakat professionnelle. Il faut juste comprendre que la zakat professionnelle fait partie de... rentre dans le patrimoine de la zakat personnelle. C'est pas séparé. Ouais, ok. D'accord ? Donc, tu as la zakat personnelle, qui est le nisab, ce que tu détiens, l'or, etc. Et puis, se rajoute à ça les investissements et la zakat professionnelle. Donc, si tu es chef d'entreprise, dans ton calcul de la zakat, dois prendre en compte le calcul de la zakat professionnelle. Le calcul de la zakat professionnelle a ses règles. Ce n'est pas les mêmes règles, en partie, de la zakat personnelle. Traitement des dettes a des règles, traitement des créances a une règle, traitement des investissements a une règle, traitement des stocks a une règle, traitement de la trésorerie a une règle, et ainsi de suite. Aujourd'hui, la zakat professionnelle, si elle était vraiment payée ou cumulée avec la zakat personnelle comme ça devrait être fait, ce serait une manne financière extrêmement importante. En proportion par rapport à la zakat personnelle, tu saurais estimer ou pas ? Faut se dire, très simplement, c'est 2,5%. Il y a des entreprises, 2,5 après qui peut être adapté à 2,67 parce que c'est une année solaire et pas lunaire. C'est le temps d'avoir tes bilans, etc. Tu vois, ça, c'est des subtilités que seul un expert comptable ou un professionnel du chiffre peut comprendre. Mais il y a des entreprises musulmanes, non musulmanes qui ont des 100 000, 200 000, 300 000 euros de trésorerie qui dort. Il y a des grands comptes. Tu imagines toutes les chaînes de franchise halal qui existent, qui ont des millions de leurs comptes. Je me dis ça par 2,5. C'est énorme. C'est énorme. Je ne peux pas faire le calcul. Juste, on prend la population musulmane en France. Donc, ça fait, 7 millions. On divise par 2. D'accord ? On divise par 2 pour dire qu'il y a plus de 25%, plus de la moitié qui a 25 ans. On redivise par 2 pour dire que cette moitié-là, elle est mariée. Ok ? Tu prends le nisab. Ok ? Et après, tu multiplies par 2,5. Donc, mettons, il y a ce chiffre-là que j'ai cité, fois 2,5% sur une épargne de 6 000 euros. C'est combien de millions ?
Fais-moi le calcul. Écoute, non, mais Ok. Ah, t'imagines, chaque c'est beaucoup. donne J'imagine. 150 euros. Ouais. Chaque famille donne 150 euros de zakat. Il y a combien de millions de familles en France musulmane? Ouais. C'est énorme. Alors, on sera facilement à coup de centaines de millions. Ça serait- Dizaines de millions. Ouais. Dizaines de millions facile. Ouais. Facile, des dizaines, ça peut être 30, 40 millions facilement. Hmm. Donc la zakat professionnelle et la zakat en elle-même, c'est des sujets qui sont hyper importants parce que c'est des sujets qui ont pour objectif de, comment dire, d'aider son prochain, mais pas d'aider son prochain à l'autre bout du monde, mais d'aider son prochain le plus proche de soi. Mhm. Ça, cette logique concentrique Ouais. et Local. locale. En fait, si on arrivait à bien structurer la zakat, que ce soit le calcul, 2, la mise en relation entre les personnes qui ont besoin et qui veulent donner, et 3, la distribution, en fait, on maîtriserait ce schéma-là et on pourrait mesurer l'impact. Ouais. Là où quand on donne à l'étranger, évidemment, c'est très nécessaire de donner à l'étranger, mais on mesure moins l'impact. Mhm. Le but, c'est pas de donner pour donner, c'est pas de s'en débarrasser. Le but, c'est de donner pour autonomiser. Mhm. Et ça, c'est vraiment, là, je dirais, c'est la beauté économique de la religion au sens pur. Ouais. Mhm. C'est autonomiser les personnes qui sont en nécessité pour qu'elles-mêmes d'ailleurs payent la zakat. Il y a les 8 catégories. J'invite les gens à regarder les 8 catégories. Et dans les 8 catégories, on connaît tous quelqu'un qui est dans une de ces 8 catégories. Que ce soit des personnes endettées ou une personne qui est pauvre. Mais pauvre, ça ne veut pas dire qu'il vit dans la rue. Pauvre, c'est simplement dire qu'il a du mal à joindre les bouts à la fin du mois. Ouais. Si on était intelligent, enfin on est intelligent, mais si on était plus structuré, on arriverait à soutenir ces personnes pour leur redonner de la dignité, Ouais. les autonomiser et aller beaucoup plus loin dans l'utilisation. D'ailleurs, ils ont fait, je crois, j'avais vu une étude, je crois que c'est Cher Sohail qui en parlait, du fait que en Angleterre, en fait, ils ont réussi à prouver, enfin, à mettre en avant des rapports pour dire que c'est la zakat, en permettant d'empêcher que les gens soient à la rue, ça revenait beaucoup moins cher en fait de juste donner la zakat pour que les gens restent chez eux, que si les gens se retrouvent à la rue et après Rebénéficier, les réinsérer. les réinsérer exactement. C'est des multiples énormes en fait. Mm. Donc ce genre de choses, typiquement, c'est un truc qu'on pourrait faire aussi en C'était France. 8 millions, non, leur collecte 2024 de la zakat? Je me souviens plus, mais ça. Ils avaient fait Voilà. leur étude, je crois que Ouais. c'était 8 millions Ouais. d'euros. En France, on pourrait faire. Il y a beaucoup plus, quoi. Si on fait juste le calcul, on pourrait avoir des dizaines de millions d'euros. Encore faut-il bien utiliser et bien investir, enfin bien l'utiliser. C'est une responsabilité Mm. collective après. Mm. Je pense que aussi, c'est important que les personnes de science, ce serait bien qu'on ait en fait des personnes de science qui maîtrisent différents sujets dans la technicité, la praticité et la profondeur. Ouais. Que ce soit la finance islamique, que ce soit le droit de la famille, donc l'héritage, que ce soit la zakat professionnelle. Si on pouvait avoir des 3, 4, 5 personnes, on en a ouais, des personnes, hein, mais beaucoup plus maintenant, parce que les jeunes qui font des études, ils ont cette envie, cet amour pour la science du hadith, etc. Ce serait bien d'avoir des personnes qui aient cet amour pour le fiqh al-mu'amalat ou C'est Faraïd, C'est ça. le droit de l'héritage, ou pour la zakat. Ça nous permettrait en fait de pouvoir nous autonomiser, être plus solidaires économiquement et avoir moins peur de ce qui pourrait arriver les prochaines années. Très bien. Bah, écoute, Youssouf, on arrive à la fin de l'interview. C'était un plaisir. Plaisir Moi, partagé. ce qu'on redirait, j'ai personnes qui ont. Qu'est-ce que tu conseilles si une entreprise souhaite payer sa zakat J'espère qu'il y a des initiatives qui vont au jour dans quelques mois ou semaines. Mais pour payer sa zakat, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est les gens qui veulent payer leur zakat. Il y a tellement d'associations et de structures qui existent que c'est un peu de la malhonnêteté intellectuelle de dire que je ne sais pas à qui l'a donné. Mais les associations... pour le calcul aussi. Hein. Le calcul, ouais. Le calcul, pour les professionnels, allez voir votre expert comptable. C'est important d'aller voir l'expert comptable. S'il ne maîtrise pas, j'ai envie de dire, allez voir LinkedIn. Sur LinkedIn, il y a des dizaines d'experts comptables. J'ai pas envie de faire d'autopromo. Mais Youssouf Djengour. Sans faire d'autopromo, clairement, aller voir des professionnels du chiffre. Ouais. Et s'ils ne sont pas formés, faut être honnête. Ils vont diront qu'on n'est pas formé. Les experts comptables diront on n'est pas formé. S'ils ne sont pas formés, ils connaîtront dans leur entourage des personnes qui le sont. Ouais. C'est pas un problème. Donc vraiment, aujourd'hui, nous, on accompagne évidemment sur la zakat, sur les financements, la structuration, etc.
parce qu'on croit à cette mission de se dire que économiquement, en tout cas, nous, notre impact il sera économique. On laisse à d'autres faire le lobby, la sensibilisation, la structuration sociale. On laisse à d'autres. Chacun doit prendre un segment Ouais, des grands travaux qui nous attendent. très bien. Bah, écoute, Youssouf, c'était un plaisir de t'avoir sur le Plaisir podcast partagé. Muslim Makers. Merci beaucoup. Je te dis à très vite, Inch'Allah, À et très vite. bon courage, salam alaikum. Avec